vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des propositions du Club des juristes pour l'élection présidentielle. On parlera également de Laurent Franck-Liénard, l'avocat des flics. Et enfin, on parlera traduction juridique avec Légal 230. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Cardy, avocat et membre du Club des juristes, pour évoquer le rapport du Club des juristes pour un droit au service des mutations économiques et sociales fondamentales de notre société, issu des travaux de la commission dite Attali. Bonjour Bertrand. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi ce rapport? Quelle est l'ambition de ce rapport? Alors d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Je pense que le Club de juristes et le groupe de travail sont très honorés. L'ambition était double. C'était avec un groupe d'une quinzaine de personnes qui faisaient partie de la commission de s'attacher à des mutations sociales et économiques importantes et de voir comment le droit pouvait les accompagner. Donc mutations importantes en matière sociétale, d'égalité et de diversité, en matière économique, on va beaucoup parler de compétitivité, de droit du travail, mais aussi d'environnement. Sachant qu'on a auditionné une quarantaine de personnes pour arriver aussi à ce rapport, que l'on remercie, ainsi que les membres de la commission. Dernier rang très important, qui est d'actualité aujourd'hui, c'était une conviction de l'ensemble du groupe de travail qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Europe et d'un cadre européen renforcé. Alors vous faites le constat aujourd'hui de l'incapacité à répondre à l'enjeu écologique. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, avant les propositions, peut-être aussi une méthode de travail. On a résumé au début du rapport les propositions et recommandations importantes, mais bien sûr il y a toute une rédaction, et on remercie les rapporteurs, sur chaque thème, et c'est vrai qu'il y a d'abord eu en matière écologique un constat qui est assez largement partagé, qui est qu'on n'y arrive pas, et donc on s'est demandé comment le droit pouvait accompagner ce mouvement de société autour du climat et de la transition écologique. On est arrivé finalement, si je résume, à trois propositions majeures. 1. Inscrire dans la Constitution une règle d'or climatique. 2. Créer sur le modèle du défenseur des droits un défenseur de l'environnement. Et 3. Bien sûr, accompagner le mouvement RSE dans lequel l'Europe est en avance par rapport à d'autres parties du monde, donc sur sa partie environnement, au sein des conseils d'administration qui doivent faire la synthèse des intérêts des parties prenantes et aussi en intégrant ça dans la rémunération des dirigeants. Alors, juste une précision, les propositions sont fortes, mais le but est de rester modéré dans l'application. Il ne s'agit pas de mettre le climat avant tout, mais de s'assurer qu'il y a toujours une pesée des intérêts qui prend en compte l'intérêt climatique et des générations futures en la matière. Pourquoi cette démarche ? Pour faire avancer les choses, en fait, parce qu'on pense qu'il faut remettre au sein à la fois de la Constitution et des organisations l'enjeu climatique. Et on est aussi convaincu d'ailleurs que c'est quelque chose qui est un atout en Europe, et la situation actuelle le montre, puisque finalement il va falloir aussi atteindre une indépendance énergétique, et que donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon le climat sera un gage de compétitivité et de progrès. Donc nous on pense que c'est conciliable avec une action publique forte et courageuse également. Alors un autre point marquant dans votre rapport, c'est l'avenir du travail. Quelles sont vos préconisations ? Alors, sur l'avenir du travail, on constate forcément après la période Covid une évolution des modes de travail. On constate également que le Code civil n'est pas toujours adapté. Donc, je dirais qu'il y a deux propositions très importantes. La première, c'est d'adapter en fait le régime du temps de travail. Donc, on propose avec les spécialistes qui ont travaillé dans le groupe des juristes et qu'on a auditionné, d'avoir un mode de travail à domicile plus flexible, qui permettrait aux gens, au sein d'une tranche horaire définie, de s'organiser comme ils le souhaitent. La deuxième chose, c'est qu'on ne remet pas en cause dans le rapport, même s'il y a des débats au niveau européen, le statut des travailleurs indépendants, mais on souhaite vraiment améliorer ce statut pour qu'il y ait quand même plus de protection en certaines matières. Alors bien sûr se pose également la question du financement qu'on n'a pas réglé, mais on pense qu'il faut avancer dans cette voie. Et on propose aussi par ailleurs des angles assez forts pour favoriser la transition écologique grâce au travail. Donc c'est formation continue
et de départ intégrant ces enjeux. Et aussi, on ne veut pas toujours tomber dans les sanctions. C'est un des modes de raisonnement du groupe de travail. Donc, l'idée est aussi de donner des avantages fiscaux et sociaux pour les institutions ou les travailleurs qui participeraient à cette transition écologique. Et enfin, bien sûr, il va forcément falloir faire les choix de secteurs au niveau européen et français, développer des secteurs d'avenir, parfois malheureusement aux dépens de secteurs où l'emploi sera un peu plus compliqué à préserver. Donc on souhaite aussi accompagner les possibilités de reclassement vers les secteurs d'avenir. Alors on le sait, le Club des juristes veut promouvoir la place du droit en France et pour cela il faut être compétitif. Vous avez un certain nombre de propositions en la matière. Quelles sont-elles? Alors effectivement, Arnaud, c'est une des parties importantes du rapport. On a éditionné beaucoup d'intervenants et donc avec des professeurs de droit, d'économie, des juristes, des chefs d'entreprise, des magistrats. Ce qu'on a cherché à voir, c'est comment être plus compétitif. Sur l'approche, la première chose, c'est qu'on a travaillé d'abord sur la compétitivité, c'est-à-dire pour nous devenir plus puissants, avant de parler seulement de l'attractivité, c'est-à-dire faire venir les gens en France. Parce qu'il nous semble que pour être attractif, il faut être puissant. En la matière, il y a vraiment deux axes majeurs que l'on souhaiterait porter à l'attention de tout le monde. Le premier, ce serait qu'il faut trouver des instruments juridiques et fiscaux pour réorienter l'épargne. L'épargne des Français qui aujourd'hui est vraiment beaucoup sur de l'assurance vie avec peu de rendement et peu de risques, pas de risque du tout. On pense qu'il faut absolument développer des fonds d'investissement et des produits qui permettent de réorienter l'épargne vers plus de risques et les transitions écologiques, digitales ou les secteurs d'avenir. Deuxième proposition. Ouais, la deuxième axe très important, c'est les politiques de concurrence. C'est-à-dire vraiment sur le droit. En fait, l'Europe a été très tournée vers le consommateur et l'épargnant, historiquement. Et aujourd'hui, on pense qu'il faudrait que le droit permette d'accompagner la création d'acteurs beaucoup plus puissants, donc une évolution du droit de la concurrence pour plus de flexibilité et aussi des contraintes bancaires qui permettraient une consolidation. Ça, c'est l'aspect compétitivité. Alors, est-ce qu'on a le temps de parler un peu attractivité ? En deux mots sur l'attractivité. Alors, en deux mots sur l'attractivité, je dirais, alors il y aura peut-être trois mots, mais un, flexibilité. 2, PME et simplification, parce qu'on pense que c'est une clé du tissu industriel local, comme en Allemagne. Et également la stabilité, notamment en matière fiscale. Et on a observé avec le groupe du travail qu'il y a beaucoup de dumping dans d'autres États partie de l'Union européenne et que l'attractivité fiscale est quelque chose d'important à préserver également. Enfin, on est des juristes, donc promouvoir le droit qui n'est pas toujours connu. On a eu des réformes du Code de travail qui font que la France est beaucoup plus attractive et ça n'est pas encore assez connu à l'étranger. Donc on encourage tous les juristes, magistrats à faire connaître aussi le pays et son droit à l'étranger. On va conclure là-dessus. Merci Bertrand d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler de l'ouvrage de Laurent Franck Liénard, l'avocat des flics, qui est mon invité. Bonjour Laurent Franck. Bonjour Arnaud. Alors comment devient-on avocat des flics ? Alors moi je suis devenu avocat un peu par accident. En revanche on devient avocat des flics en le choisissant parce que c'est un engagement et on reste avocat des flics par le travail parce que évidemment c'est un petit milieu donc si on est bon ça se sait, si on est moins bon ça se sait aussi. Donc il faut beaucoup travailler mais voilà c'est un engagement que j'ai pris moi, c'est une décision puisque j'avais décidé de défendre ceux qui nous défendent. Alors justement, quelle a été la première affaire où vous avez défendu des policiers ? Ayant traité plus de 2000 affaires de police, je dois vous avouer que je ne me rappelle pas de la première. C'était il y a 30 ans. Il y en a qui marquent plus, évidemment. Il y a des gens qui vous touchent plus, mais d'une manière générale, chaque affaire est très lourde en émotions, très lourde en symboles aussi. Alors, quel est l'enjeu de la défense de ces clients particuliers que sont les policiers ? Alors, il y a plusieurs critères. D'abord, c'est dangereux parce que j'ai beaucoup été menacé pour défendre les policiers. Ensuite, c'est très technique. Il faut connaître l'usage de la force, il faut savoir ce que c'est qu'une interpellation, ce que c'est qu'un menottage. Il y a un aspect technique et un aspect pédagogique à l'égard des magistrats qui est assez fort. Et puis, l'enjeu pour les policiers eux-mêmes, c'est considérable.
Parce qu'un policier ne peut pas accepter d'être condamné, il ne peut pas être condamné. Sinon, il perd toute crédibilité, il perd son boulot, il ne fait plus vivre sa famille. Donc l'enjeu, il est essentiel par rapport à une défense pénale normale. Alors, est-ce qu'il est devenu plus complexe de défendre les policiers dans le contexte des violences policières qu'on connaît ? Très clairement, le police bashing a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a cette petite musique qu'on entend en permanence, que la police est nécessairement violente, et aujourd'hui, chaque usage de la force est remis en cause. La parole des policiers était aussi remise en cause de manière systématique, et on a une sorte de présomption de culpabilité contre laquelle il faut lutter, et ça n'est pas toujours facile. J'avoue, ma difficulté aujourd'hui par rapport aux années précédentes où j'exerçais ce métier, ma difficulté aujourd'hui, c'est de lutter contre cette présomption de culpabilité et le refus par la société entière de l'autorité. Aujourd'hui, toute action d'autorité, tout usage de la force est nécessairement remis en doute, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a à la fois une pression médiatique et une pression de l'opinion ? Oui, pression médiatique, pression de l'opinion, et tout ça se ressent évidemment auprès du tribunal, puisque les magistrats sont des hommes comme les autres, sont des citoyens membres de la cité à part entière, et ils sont influencés par cette opinion, par cette petite musique, et ça donne lieu à une nécessité de faire plus d'efforts pour faire comprendre aux magistrats ce que c'est que l'usage légitime de la force. Qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit cet ouvrage ? J'ai répondu à la question qu'on m'a toujours posée, comment devient-on l'avocat des flics ? Alors ça m'a amusé qu'on me pose tout le temps cette question et j'ai décidé d'y répondre. Et puis j'ai voulu aussi tordre le cou à certaines certitudes médiatiques. Quand on parle de contrôle aux faciès, quand on parle de violence systémique, j'ai voulu répondre avec mon expérience, avec ma connaissance du monde policier. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation. Vous êtes toujours dans Lex Inside sur Décideur TV. On va parler traduction juridique avec Fabien Bernier, CEO de Legal 230. Fabien, bonjour. Bonjour. Quel est l'état du marché de la traduction juridique ? Alors aujourd'hui, le marché de la traduction juridique a pas mal évolué ces 3-4 dernières années. Il y a eu de nombreuses opérations de M&A qui amènent aujourd'hui à ce qu'on ait un marché un peu scindé en deux, avec des très grosses structures pluridisciplinaires et de nombreux petits acteurs, centaines ou milliers de très petits acteurs qui, eux, sont hyper spécialisés. L'avantage des très grosses structures, c'est qu'elles sont, elles, automatisées, elles maîtrisent les processus, elles maîtrisent la technologie, elles ont les outils, la performance commerciale, marketing, elles ont tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on a créé Legal 230 justement pour se positionner sur cet entre-deux, à savoir avoir une société sur un marché de niche, qui est la traduction juridique, alliant l'expertise des toutes petites structures, mais bénéficiant aussi des compétences, qu'elles soient d'un point de vue commercial, marketing, ou bien sur la technologie et les outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien dans le cadre de tout le processus de traduction. Alors, vous évoquez les outils. On sait que Legal 230 utilise l'intelligence artificielle. Tout à fait. De quelle manière l'utilisez-vous ? Alors, l'intelligence artificielle intervient dans tout le processus de traduction. Elle va nous aider à océriser tous les documents, avoir des documents qui sont parfaitement exploitables. Elle va nous aider à choisir les bons traducteurs. Elle va nous aider également à déterminer sur tout un lot de documents la typologie du document et savoir quel traducteur on doit faire intervenir dessus parce qu'il a un historique, une expertise très précise. Il intervient également, bien entendu, dans tout le processus de traduction. J'imagine qu'on va en parler un petit peu après. Et il vient ensuite et surtout faire gagner beaucoup de temps à nos équipes de gestion de projet sur toute la partie vérification, mise en place des lexiques terminologiques. Voilà, tout est automatisé et nous permet de gagner un temps considérable par rapport à ce qu'on avait auparavant sur le marché de la traduction générale, en général. Pardon. Vous évoquez le gain de temps. Quels sont les autres avantages de votre intelligence artificielle ? Alors, Legal 230, on est les premiers à avoir vraiment visé une intelligence artificielle d'hyper niche. Donc vraiment dédié qu'à la traduction juridique. Nous, notre vrai avantage, c'est qu'on a sectorisé
sur les différentes pratiques du droit. Donc, elle est spécifique, ça veut dire que vous intégrez par exemple du langage juridique? Tout à fait. On travaille que sur du langage juridique qu'on a sous-catégorisé, type droit social, droit fiscal, droit immobilier, contentieux, et j'en passe. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet, on travaille sur ces sous-catégories et ça nous permet d'avoir des résultats qui sont très, très affinés, on a une vraie expertise dès la première sortie de traduction neuronale. Et derrière, on vient nous appliquer, quoi qu'il arrive, la relecture d'un expert lui-même dans une sous-catégorie du droit. C'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des rendus hyper qualitatifs dans des très courts délais, même sur des très gros volumes, et d'avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, ce qui fait le succès de Légal 230 depuis 2 ans maintenant. En conclusion, quelle est votre valeur ajoutée? Notre valeur ajoutée, c'est d'être un expert dans un domaine très précis qui est la traduction juridique. On connaît et on comprend toutes les problématiques et les impératifs liés aux professions du droit et on a des engagements forts tels que la confidentialité, la réactivité, la gestion de très gros volumes en urgence et la disponibilité en quasi 24/7 aujourd'hui. Nos équipes peuvent vous répondre à la faisabilité de vos projets. On sait des qualités qui sont attendues par les professionnels du droit. Exactement. C'est vraiment très lié, très spécifique aux professionnels du droit et toutes les équipes, qu'elles soient côté production, des traducteurs, les personnes, les commerciaux ou les chargés de compte qui avaient en charge de votre projet, sont tous formés sur toutes ces problématiques. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.